Salut les copains Eggs. Vous allez bien Eggs? Salut mes petits boosters, les petits mobbers de l'extrême. Moi, ça va, et vous? Bah ok, bah nickel. Bah moi, vous avez vu, j'ai le sac sur le dos. Donc qu'est-ce que vous pensez que je vais faire là? Bah ouais, je vais aller faire le concon avec le Fofox. Mais je vous emmène pas, hein, parce que ça va devenir récurrent ces histoires de roue arrière là. Je vais pas vous faire ça tous les deux vlogs. Ce serait un peu ennuyant à force. Donc je vais aller faire le con tout seul. Et puis ensuite, on va rejoindre la Titine avec sa Calus Boost et son Gilardoni Booster. Et puis on va voir ce que ça donne. On va aller faire un petit tour dans le quartier, voir s'il n'y a pas quelques ajustages à faire au niveau de la variation ou de la carburation. D'ailleurs, en revisionnant les rushs d'hier, j'ai cru capter que j'allais devoir remonter en gicleur principal, ce qui n'est absolument pas étonnant étant donné que je passe d'un taux de compression de 10,3, 10,5 à 14,5. Donc voilà, classiquement, quand on augmente le taux de compression d'un moteur, on doit enrichir. La carburation s'appauvrit quand on recomprime. N'oubliez surtout pas, quand vous passez d'une culasse d'origine à une culasse haute compression, très souvent, et même dans la grande majorité des cas, et même dans la généralité des cas, c'est certain, il faut enrichir. Voilà, bon, à moins de faire une modification des diagrammes, comme le fait la culasse boost. La culasse boost vous remonte en diagramme et vous recomprime. Donc des fois, ça revient au même. Voilà, parce qu'on peut, calculer de deux façons le taux de compression. Et il y a une des façons qui prend en compte la hauteur de l'échappement. Donc quand on remonte l'échappement et qu'on recomprime, on peut comprimer pareil que quand on n'a pas remonté l'échappement, et une culasse avec plus de volume de chambre. Voilà, bon bref, j'en ai déjà perdu quelques-uns. Bon allez, moi je vais sortir mon Fofox, je vais aller faire mon concon et puis on se retrouve en bas avec la Titine. Et je pense bien que je vais y coller un gicleur plus gros. Maintenant, lequel, je ne sais pas. Allez, à toutes. Bon voilà mes petits boosters, j'ai fait mon concon, c'est bon, là je suis devenu un petit jeune. Je suis un petit jeune hein, pour la vidéo, ça m'a fait sauter les rides et tout. J'ai les cheveux, bon ils ont pas repoussé, mais c'est pas grave. Donc allez, on est sur la Titine. Et donc je vous disais qu'en regardant les vidéos d'hier, j'avais remarqué un truc, c'est que quand je la démarre et j'ouvre gaz en grand, ça fait moins. L'embrayage il fait moins. Au début ça prend plus de tours. Ça prend des tours et puis ça chute. Et je pense que c'est très probablement à cause du gicleur principal. Parce qu'en fait, au moment où je mets les gaz, en fait, je suis sur le circuit de ralenti et la progression, c'est-à-dire l'aiguille. Et ça met environ une demi, voire une seconde à passer au circuit principal, donc sur le gicleur principal. Donc, bon, on va le refaire. Allez voir, je vais vous montrer, ça sera plus facile, ça vous évitera d'aller regarder la vidéo d'hier. Donc j'espère qu'elle va faire la même chose aujourd'hui. Allez Titinette, pète du premier coup, je t'ai mis ton starter, donc tu dois péter du premier coup. Hein, voilà. Comme d'hab, on va essayer de ne pas perdre un doigt dans l'histoire. On va faire le chauffer un petit peu quand même, hein, parce que sinon, il faudrait que j'ouvre l'essence aussi.
bon. Donc regardez, quand je vais accélérer, au début l'embrayage, le moteur va prendre du régime et ça va faire... Vous allez voir, le régime descend au bout d'une demi-seconde. Voilà, bon, je pense que vous avez entendu. Bref, dans tous les cas, hein, donc il y a cette espèce de chute des régimes, bon, qui peut aussi s'expliquer hein, par le fait que le vario s'ouvre. Donc au début, quand j'accélère, évidemment le vario est fermé, et puis quand j'accélère, comme le vario est très très lourd, avec le régime, il s'ouvre, et donc le régime d'embrayage chute. Parce que comme vous le savez, maintenant, plus la courroie monte dans le vario, plus l'embrayage accroche tôt. Parce qu'on se retrouve à avoir plus de démultiplication au niveau du vilebrequin, donc du moteur. Étant donné que le vario s'ouvre, le canon s'agrandit. Et donc l'embrayage, forcément, accroche plus tôt dans les tours. Donc voilà, on va donc... bon, je vais remettre quelques points. Je vais lui remettre 3 points. Donc là, on est à 92. Je vais remonter à 95. Et puis, on va refaire un petit test comme ça. Et puis, bon, si ça change rien, de toute façon, ça sera pas grave. Hein, ça sera prendre un petit peu de sécurité. Là, on est passé quand même d'un taux de compression très très raisonnable à un taux de compression qui est presque déraisonnable. Presque, je dis bien. Allez, je coupe, je sors les tournevis, je fais mon petit boulot de booster. Je vais affûter mon carburateur. À tout. Bon, on est bon, hein. Mon petit sachet est sorti. Là, il y a le gicleur de 92 et puis il y en a même un de... il y a celui de 95. Et donc, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, j'avais dit que je mettrais le 95. Finalement, j'ai pas fait ce que j'ai dit. D'habitude, je fais toujours ce que je dis, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, là, j'ai mis un 100. Donc là, on a fait un gros saut. On a fait un gros saut parce que 3, c'est bien beau hein, de monter de 2 en 2 ou de 3 en 3, mais du coup, on ne sent pas vraiment les changements. Donc là, ça se trouve, ça va se traduire que la meule, elle va faire quand je vais accélérer à fond, ou peut-être pas. Donc, mais en tout cas, en principe, la chute de régime qu'il y a quand j'accélère ne devrait plus être là. Donc on va voir, est-ce que pour une fois, je me suis trompé ou pas. On verra bien. Bon, elle va avoir du mal à démarrer vu que je n'ai pas mis le starter et que j'avais vidé le carbu. On va voir. Ouais, ah non, ça va le faire. Allez. Allez, on va voir si on a toujours cette chute de régime au moment où enfin quelques dixièmes de seconde après que j'ai accéléré à fond avec le frein enclenché, enfin serré. Bon, là toujours un peu, mais j'ai l'impression que c'est mieux. Bon, ça ira bien pour aller faire un tour. Hein. Là, on est bien sécure. Je peux vous dire que le petit Gilardoni Booster, il commence à sonner. Hein. Je ne sais pas si vous faites la différence. Vous, si vous captez la différence entre le Gilardoni Booster avec la culasse d'origine et là, avec la Boost. Mais voilà quoi, là on est revenu à une machine de pas monsieur tout le monde. Là on a un truc qui ouvre. Là ça, waouh,
Ouah, ça respire, ça s'entend. Alors, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous mettre sur le thé de fourche, mais ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas... Bon, c'est pas grave, le moteur est chaud, c'est pas grave, hein, le moteur est chaud, donc disons que là, le cylindre est un peu dilaté, la culasse aussi, donc bon, ça va moins, on va moins voir la différence de serrage entre le premier serrage et le premier serrage moteur froid, parce que là, comme je vous dis, le cylindre est dilaté, la culasse aussi, donc ça comprime de nouveau l'écrou. Bon, voyons voir ce que ça va nous dire. Est-ce qu'on va avoir du resserrage à faire? En principe, il y a 3 joints de 0,40, donc il doit y avoir du tassage. Allez. Oh. Ah bah. Pas grand chose, hein. Mais bon, en même temps, le moteur est chaud. Si c'était froid, il y aurait eu plus de serrage à faire. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc il faut pas oublier que là, et puis là, rien du tout. Voilà, donc c'est surtout a priori le joint de culasse qui se tasse, hein. Vu que là on n'en a pas, on a un joint torique, évidemment, on a beaucoup moins de tassage. Enfin bon, si le moteur était froid, ça serait, il y aurait un petit peu plus, il y aurait eu un petit peu plus à resserrer. Voilà, bon les potes, je vais vous installer. Puis on va aller faire un petit tour. Bon, ça a l'air de marcher sympa. Maintenant, moi je capte déjà qu'il y a des petites choses à faire pour que ça marche vraiment mieux. En particulier le régime d'accroche de l'embrayage qui me semble un peu bas, surtout après quelques instants d'accélération à fond. Donc pour ça, l'idéal, ce serait de travailler sur le Stradivario et de rajouter une rondelle afin que la courroie descende plus profond dans les joues. Donc bon, et donc ça, on va pouvoir le faire, mais pour ça, il va falloir que je remette la joue fixe d'origine. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que j'aime bien ma joue alu. Bon, je range les gicleurs, il n'y en aura pas besoin. Ça a l'air pas mal. Alors on a quand même augmenté de 8 points là. Si on fait le calcul, 8 points en carburation, en passant du Gilardoni stock à un Gilardoni boosté. Donc d'un taux de 10,3, on va dire 10,5 à 14,5. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Hop. Hop. Voilà les poteaux. Bon, on se retrouve là-haut avec le casco sur la tête. Voilà, pendant que Sésame s'ouvre et que Monsieur Garmin se réveille, petit blabla rapide, donc on est parti pour aller tester donc la bête avec un Gilardoni booster boosté. On va voir ce que ça donne comparé au Gilardoni qui n'était pas boosté avec sa culasse de Fosc d'origine. Allez, allons voir. Allons ressentir le besoin. Allons-nous ressentir le besoin de modifier les réglages ou pas?
honnêteté et clairement, il y a besoin de régler. Le variateur est beaucoup trop lourd. On a une mob qui est moins bien qu'avant la culasse douce, avec les réglages actuels. Chose positive pour le moment, hein, c'est qu'on a un ralenti imperturbable. Pour les températures, on verra, mais on n'a pas fait le grand tour, donc ce sera tour de juillet. On verra. Bon, dévissage, 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 débriefage. Alors, le bilan n'est pas complètement positif. Actuellement, comme je vous le dis, ça fonctionne moins bien qu'avec la culasse d'origine. Malgré le taux de compression très élevé et les diagrammes très élevés. J'éteins le GPS. Donc, voilà. Donc, bon, écoutez, dans l'absolu, c'est complètement logique, étant donné que j'ai intégralement réglé le moteur pour le Gilardoni et la culasse d'origine. Donc, j'étais réglé vraiment pour un moteur qui tracte à bas régime. Et pas grand chose en haut régime. Donc, c'est pour ça que j'ai réglé volontairement le variateur très lourd. D'ailleurs,
Certaines personnes m'ont dit ouais, ça prend pas assez de tours, le Gilardoni il est fait pour prendre des tours. Non, on était très bien à 9000 tours. Et voilà. Et le fait d'avoir bien sûr rendu le moteur un peu plus pointu et plus axé au régime, eh bien on se retrouve à travailler, vous avez pu le voir, les régimes affichés au contour sont bien inférieurs à avant. Avant, donc on prenait 9000 tours, 9200 tours vers 60-70. Là, on est à 7005, 8000, je crois, 8002, 8003. Donc, on a perdu du couple. Quand on gagne du régime sans modifier les réglages du variateur, donc par soit recompression du moteur, donc en augmentant le taux de compression, soit en changeant de carburateur, soit en changeant l'avance. Quand on obtient des régimes supérieurs à avant, en n'ayant rien modifié au niveau de la variation, c'est qu'on a gagné du couple. On peut aussi avoir changé de peau. Donc là, actuellement, on peut constater qu'on a perdu du couple. Tout du moins au régime auquel on travaille actuellement. C'est-à-dire que là, on travaille la machine au démarrage, elle part à 7000. Et après, on est à 8000 et quelques. Bon, il ne faut pas oublier que j'ai rajouté 8 points à la carburation. J'ai dû avoir la main un peu lourde. Je l'ai senti au feu rouge juste en partant, là, avant d'arriver au box. Bon, c'est reparti dans le gras. Donc, il y a du gras. Il y a du gras, certes, mais je pense pas qu'en enlevant 5 points, on retrouve le niveau d'avant. Ça pourrait être à tester. Mais d'abord, moi, je vais retravailler sur le variateur. Donc, on va changer les poids. Et je vais essayer de rajouter une petite rondelle, histoire que la courroie descende un petit peu plus bas, ce qui va nous faire prendre plus de régime au démarrage. Et tout devrait aller mieux. Voilà. Donc, allez, je réinstalle la titinette sur sa table d'opération. Et puis, j'attaque les premiers réglages. Allez, à toutes. Nous y voici, nous y voilà. Donc, voilà, je suis en plein labeur. Donc, ce que j'ai fait, je suis de nouveau de retour avec les gros poids. Donc, gros poids et rondelle de 6 en dessous. Hein, donc, rondelle que vous utilisez sous un écrou de 10. Donc, gros poids et rondelle de 6 ou de 10 si vous préférez. Et la vis BTR sans aucun poids. Avant, on en avait 4 comme ça. Donc, on en avait 4 comme ça. Donc, ils sont encore là. 1, 2, 3, 4. Plus les rondelles. Donc bon, j'ai pas de balance sous la main pour peser, mais je pense que on sera plus léger comme ça. Et donc voilà, au niveau des poids, c'est ce que j'ai choisi. Maintenant, il va falloir voir ce que je vais mettre au bout du canon. Donc là, j'avais uniquement cette petite rondelle toute fine, hein. Donc cette petite rondelle. Bon. Je risque de faire disparaître les cannelures, hein, comme je vous ai dit, à cause de la joue fixe qui est très très épaisse en alu. Hein. Donc ça repousse un petit peu la cannelure. Bah, écoutez, je vais prendre le risque enfin le risque, hein, entre guillemets. Hein. Je vais en rajouter une autre, une qui est un peu plus épaisse, si possible. Parce que 2 fois rien, ça fait rien. Donc... ouais, je vais quand même pas en mettre 3. À mon avis, avec 3, je vais me retrouver avec la courroie qui va patiner. Donc si j'en mets 3, il n'y a plus de cannelure du tout. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Déjà, je vais faire le montage du vario. On va remonter le vario. Au niveau du centrage, avec les cannelures, ça ne devrait pas poser de problème parce que le trou du Stradivario est très précisément au diamètre du vilebrequin. Donc le centrage s'effectue à cet endroit. Donc on peut se passer des cannelures, bien que on puisse penser que c'est indispensable. Mais non, les cannelures sont pas du tout indispensables. Donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Donc voilà, je remboîte tout ça en faisant attention que les maslottes sont bien positionnées. Oui. Voilà. On met l'écrou. Et en serrant tout
se met en place. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à vérifier ce que ça nous dit au niveau de la courroie. Donc comme expliqué dans la notice du Stradivario, vous mettez votre courroie comme ça à l'envers, vous écartez bien les joues et puis ensuite vous regardez là l'espace qu'il y a entre la courroie et le canon. Alors là je suis pas très à l'aise, hein, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même de la place encore pour les copains qui passent. Voilà, bon, je vais abandonner la caméra parce qu'il me faut les deux mains pour forcer, pour vraiment forcer. Et on va voir. Et normalement, en forçant, il faut arriver à avoir 1 mm entre la courroie et le canon. Et là, on est loin. Donc là, il faut que j'en rajoute encore. Il faut que je rajoute de la rondelle. On va bien optimiser le démarrage. Comme je vous l'ai précisé dans les vidéos, j'avais pas du tout optimisé le Stradivario pour avoir une patate de fou au démarrage. Je m'en fichais vu que je chassais la vitesse max. Et là, on s'en fiche un petit peu aussi d'avoir un démarrage de fou parce qu'on n'est pas à faire des accélérations. Mais bon, là, voilà, le moteur a un peu de mal à bas régime, donc on va faire ce qu'il faut pour avoir de la patate au démarrage. Donc on optimise le Stradivariator. Voilà, donc hop, on va y voir. Et je pense que je vais remettre la joue acier, hein. D'ailleurs voilà, allez, je vais remettre la joue acier parce que ça m'ennuie. Regardez l'épaisseur de la joue aluminium. C'est très épais, hein. Il doit y avoir il doit y avoir un bon 5 mm, alors que la joue acier est beaucoup moins épaisse. Bon allez, je coupe et je vous reprends une fois que j'ai la joue acier dans les mains, parce qu'il faut que je la trouve. Allez, à tout de suite. Bon voilà, la joue acier d'origine est de retour. Et vous pouvez voir là le tas de rondelles que j'ai mis là. Donc là maintenant il y a 4 rondelles de 0,5, donc on n'a pas loin de 2 mm. On n'a pas loin de 2 mm et comme vous voyez, les cannelures sont toujours là. Donc on va avoir un bon centrage quand même de la pièce d'origine. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Et donc, voilà, normalement, on doit avoir un fonctionnement bien plus sympa. Ça va prendre plus de régime au démarrage. Et ça va tracter. Allez, je coupe, j'emboîte tout ça et puis on se reprend après. À tout de suite les poteaux. Bon voilà, c'est remonté, c'est resserré, donc regardez ce que ça donne. Donc voilà, je pousse le plus possible sur la courroie. Vous voyez, là je pousse de toutes mes forces. Et il reste un bon millimètre entre le canon et la courroie. Et donc on est bien. Là, on est bien maintenant. Ça va prendre beaucoup plus de régime au démarrage. Et ensuite, les maslottes allégées vont faire le travail de faire varier la démultiplication à un régime qui devrait être a priori stable du démarrage jusqu'à la vitesse de croisière. Voilà, j'ai plus qu'à remettre la courroie et puis on repart faire un petit tour. Allez, à tout de suite. Et je vous reprends tout de suite en haut. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on va maintenant tester avec le Stradivario réglé pour un cylindre plus pointu. C'est-à-dire pour un cylindre qui est maintenant à plus de 180 à l'échappement, ce qui fait un gros changement par rapport à 165. Et donc forcément, il y a eu quelques petits ajustements à faire. Sachant que j'avais parfaitement réglé la machine pour un échappement à 165. Mais j'aurais très bien pu gruger un petit peu et garder un embrayage qui patine très haut et un variateur qui fait prendre beaucoup de régime. Et j'aurais eu aucune modification à faire, ou presque.
après le montage de la culasse boost. Mais là j'ai bien voulu mettre en évidence que voilà, suivant vos réglages, vous pourrez avoir des modifications à faire pour que la machine fonctionne bien. Voilà, bon. Alors déjà normalement, même à l'arrêt, on va sentir tout de suite une différence. Rien que le régime atteint avant que ça embraye. Voilà. Captez tout de suite qu'on est de retour au régime qu'on avait avec les moteurs pointus. On peut constater qu'on est repassé maintenant, on est au-dessus des régimes, on est au-dessus du régime qu'on avait avec le GR demi-stock. On était à 9002, 9003 en variation. Là, il m'a semblé avoir aperçu 9008. Ça commence à marchouiller. On n'est pas encore dans le moteur vraiment racine. Ça marchouille. Ça fait un cylindre curieux.
commence. Allez, on garde le moteur chaud hein, pour voir la température. Dévissage, dévissage. Bon, un petit 88 km/h en ville. Hein. Pas bien, Greg, pas bien. Pas bien, pas prudent. Mais en tout cas, le truc se réveille vraiment, passé 9500 tours. Ça commence à s'énerver. Là, le Vario est encore trop lourd. Allez, voyons voir. Ah, tiens donc. Ah bah tiens, le cylindre il chauffe qu'à 140. C'est bizarre. On avait 170, il me semble, 165. Avec la culasse d'origine. Et la culasse, ça nous dit quoi, la Calus Boost? 118, 123, mais c'est pas possible. Avec la culasse d'origine, on avait 20 degrés de plus. Bah alors, comment ça se fait ça? Comment ça se fait ça? C'est bizarre qu'on ait que 140, même pas 140, 135. Et on a 115 à la culasse. Mais c'est fou ça. Non, c'est pas fou, c'est Boost. Bon bref. Bah voilà, ça commence à marcher. Ça commence à marcher, mais évidemment, évidemment c'est plus pointu qu'avant. Alors, a priori, il faudrait encore alléger pour que ça marche encore mieux. Mais bon, je sais pas si vous avez vu, mais juste en arrivant, on a croisé deux petites mamies, elles ont fait... J'aime pas les moteurs qui gueulent comme ça, et où tu es obligé d'accélérer en grand pour que ça marche. C'est énervant, je n'aime pas. Bref. Je réfléchis à ce qu'on va faire, parce que là, actuellement, ça marche mieux. Y a pas à dire, on a déjà pris 88 là en ville. Mais j'ai l'impression qu'on est trop riche, parce qu'on a dû au départ au feu rouge. Donc là, logiquement, on devrait rebaisser en gicleur de ralenti ou rouvrir la vis de richesse, ou refermer la vis de richesse. Ce qui me déplaît un petit peu. Bref, je coupe et je vous reprends après. Je vais faire travailler un peu mon cerveau pour voir ce qu'on pourra faire pour optimiser la machine. Allez, à tout. Bon, après mûre réflexion, je vais alléger plus le variateur. Étant donné les températures très raisonnables qu'on obtient, je vais me permettre de faire hurler plus le moteur, ce qui fait qu'on va plus se retrouver dans la phase où le moteur se met à marcher. Je ne sais pas si vous le voyez, mais quand on arrive vers 9005, le truc, il s'énerve et c'est un grand plaisir. Et c'est dans cette plage-là que j'aimerais être le plus souvent, vu que ça marche fort. Entre 9005 et peut-être 10 000, je ne sais pas, je ne regardais pas le compte-tour, parce qu'il y avait beaucoup de bagnoles. Donc je doublais à droite, c'est assez chaud de regarder le compte-tour à ce moment-là. Donc voilà, donc je vais démonter le varial et puis je vais retirer les vis BTR en fait. Je vais laisser que les gros poids et les rondelles. Et ça devrait être encore un petit peu mieux. Allez les potos,
à tout de suite. Bon, bah on y est, hein, ça y est, hein, donc j'ai retiré les 2 vis, j'ai retiré les 2 longues, et en plus, j'ai retiré les 2 rondelles. Voilà. Bah écoutez, on verra bien, hein, ça se trouve ça va être trop léger. Faut savoir que là, je suis réglé plus léger que je n'étais avec le T6 de la mort qui prenait 132. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup moins de couple qu'avec le 65 T6. Et donc le variateur va avoir beaucoup plus de facilité à s'ouvrir du fait qu'il y a beaucoup moins de couple. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais voilà. Je vais prendre beaucoup moins de tours qu'avec le 65. Malgré que le variateur soit beaucoup plus léger. Voilà, voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, je renquille ça, à toutes. Attention, warnage, Achtung. Ne faites surtout pas ce que j'ai fait à ce variateur. Surtout pas. Je vous explique, j'ai l'œil attentif aux moindres petits détails et je viens de me rendre compte que c'est dangereux. Il ne faut pas que vous modifiez vos variateurs comme cela. J'espère que personne n'a commencé. Je suis en bêta test et donc je testais ça. Regardez donc ce qui est en train de se passer. Voilà, si je ne fais pas attention, je prends la maslotte dans la poire dans pas très longtemps. Voilà, donc ne faites surtout pas la modification que j'ai fait. Ça fragilise beaucoup trop le support maslotte. Voilà, vous êtes prévenus, ne faites pas cette modification qui permet de gagner 30 grammes. Il faudra peut-être laisser droit, tout droit comme ça pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est même sûr et certain, il ne faut pas creuser en V comme ça, il faut laisser de la matière. C'est assez étonnant, je ne m'attendais pas à une rupture à cet endroit-ci. Bon, bah je suis bon pour changer de support maslotte. Voilà les copains, donc ne faites pas cette modif, hein, c'est déconseillé, fortement déconseillé par Boost. Après vous avoir partagé cette modification, je peux vous assurer qu'il ne faut pas la faire. Voilà, bon, à moi de faire le changement désormais. À tout à l'heure. Allez, c'est reparti pour un testage. Donc cette fois-ci, vario encore allégé, car on s'est bien rendu compte que le moteur a envie de régime. On sent clairement que plus le régime monte, plus la machine pousse. Donc on a allégé sérieusement. On risque d'avoir trop allégé. On va voir ce que ça donne les copains. Allez, on va aller se faire un petit tour ensemble. Allez, on remet tout à zéro. Fini les 88. Peut-être mieux à venir. Allez. Go. On retrouve la bonne vieille trottinette avec ses 9500-10 000 au démarrage. Hein. Eh oui.
sont dépassés, hein. Mais bon, je ressens que la carburation n'est pas parfaite, hein. Je sens que c'est trop riche, hein. J'ai bien l'impression. Que c'est trop riche, hein. Mais ça veut prendre du régime, hein. Clairement, on dépasse les 10 000 maintenant et ça traque, mais il y a quelque chose qui va pas là-dedans, c'est sûr, hein. On n'a pas un moteur comme on a l'habitude d'avoir. Glouglou, il n'y a plus grand chose là-dedans. On garde le moteur allumé pour la température.
position du GPS. 88 de nouveau. Allez, t'as-toi. Allez, le coup de latte qui va bien. Le coup de latte circuit, le coupe-circuit. Allez, j'avais déjà prévu le Magnum 357. Bon là, on devrait avoir quand même des températures de ouf quand même. 140. 135. Et à la Calus, bah, ouais, bah 120. 116. Et puis à l'extérieur, bah 108. 116, 125. Ah, 135. Comment se fait-ce qu'à l'extérieur on est plus chaud? 130, 126. Et là, ah ouais, en façade, c'est là où ça refroidit. C'est là où ça prend le vent. Et à l'arrière, ça doit être chaud alors. Ah bah non, à l'arrière, c'est pas chaud. 124. Bon, et le cylindre, 138. Bref, plus ça marche, plus ça refroidit. C'est rigolo quand même, hein, une culasse boost et un moteur de temps. Hein. On découvre des choses bizarres. Enfin bref. Donc, eh ben, pour le moment, le moteur commence à pulser. Hein. Ça commence à pulsouiller. 88 comme ça en ville, aux Bahamas, ça devrait payer. Maintenant, comme je vous dis, on n'a pas un moteur comme on a d'habitude. Ça fonctionne bizarrement. Il n'y a pas de coup de pied au cul. Il n'y a pas vraiment de coup de pied au cul. La puissance arrive très progressivement. Et à partir de 9500 tours, 9000, 9000, 9002, 9003, ça se met à bien tirer. Et là, plus vous ouvrez, plus ça marche. Et bon, bah, le fonctionnement est un peu bizarre. Comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de moment où la puissance arrive d'un coup. Alors, ça, c'est très probablement dû à la taille de l'échappement. Parce que, en fait, quand la puissance devrait arriver d'un coup, elle ne peut pas vraiment arriver d'un coup, étant donné que les gaz se battent pour sortir par cette petite lumière. Et donc, il y a beaucoup de gaz qui ne peuvent pas sortir. Et donc, la pression monte à l'intérieur du cylindre. Et comme la pression monte et a du mal à redescendre, quand le piston descend et qu'il ouvre l'échappement, comme on a une toute petite lumière, eh ben le remplissage a beaucoup de mal à se faire, étant donné que la pression a du mal à redescendre dans le cylindre au moment de l'ouverture des transferts. Donc, c'est un fonctionnement assez bizarre. Ça fonctionne, hein. Je suis sûr que, c'est sûr et certain, ça va passer les 110. Ça va peut-être faire même 112, 113, j'en sais rien, peut-être plus, 114, j'en sais rien. En toute honnêteté, je suis très étonné par ce cylindre. Je suis obligé de mettre très très léger dans le variateur, en poids, pour que ça parte bien. Donc c'est quand même plus pointu hein, que ça ne l'était avec la culasse d'origine. C'est moins agréable, c'est moins balade, hein, évidemment. Et puis là, faut vraiment ouvrir les gaz pour que ça marche. Alors que avec la culasse d'origine, bon, c'était sympa, c'était sympathique, mais il n'y avait pas besoin d'ouvrir en grand. Donc voilà, avec ce cylindre Gilardoni, j'ai pas du tout les mêmes résultats qu'avec les autres cylindres qui avaient des lumières d'échappement bien dimensionnées et des transferts classiques, on dira. Là, je me retrouve avec un moteur qui devient plus pointu. Je retrouve un petit peu ce que j'avais constaté avec le cylindre 3 transferts. Je ne sais pas si vous vous rappelez du T3, qui avait fait, si mes souvenirs sont bons, 109 avec la culasse boost. On était passé à un cylindre qui était pointu. Et ça, c'est du fait des petits transferts. Et donc, on a un remplissage qui est moins optimal à bas régime et moyen régime. Maintenant, après, sur celui-ci, on a un tout petit échappement avec des boosters. Mais ça se traduit aussi par une courbe de puissance qui est très linéaire. Il n'y a pas vraiment d'arrivée de puissance d'un coup. C'est assez curieux. Écoutez, moi, je vais travailler là-dessus dans ma tête. A priori, là, la machine, elle est nickel pour aller faire un run. Hein, ça chauffe pas. Ça prend du régime. Hein.
Elle hurle la nénette. D'ailleurs, les gens ils doivent faire la tronche. Donc voilà, écoutez, on va en rester là pour cette journée de mise au point. Je pense qu'on doit être pas trop mal. Peut-être, je sais pas, peut-être un poil léger en variation. Je ne sais pas, c'est pas facile à dire, on verra bien. En tout cas, on va essayer d'aller au spot de run dès que possible dans cette configuration. On verra bien si le vario arrive à fond ou pas, si on prend trop de régime ou pas. C'est possible, hein. Enfin, en tout cas là, à 90, enfin à 88, ça avait l'air de fonctionner pas mal. On a un régime de puissance où le moteur fonctionne bien. Maintenant, on ne reste plus qu'à aller tester ça aux Bahamas. Voilà les potos. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, donc vous avez peut-être pu appréhender les effets des différents réglages que j'ai pu faire. Donc bon, là, a priori, je pense qu'on est trop riche, hein, mais bon, c'est pas plus mal. Quoique, ça risque de porter préjudice aux performances, à la vitesse max que je vais obtenir. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au pire des cas, on pourra faire un deuxième run avec des réglages affûtés. Donc on verra bien ça. Dans tous les cas, les potos, je vous remercie d'avoir été là et d'avoir suivi ce vlog avec intérêt. Et je vous invite à aller sur le site Boost Mopeds. Boost Mopeds. Voilà, .com. Et vous avez donc ce superbe Stradivario qui vous permet de régler votre hauteur de courroie ainsi que vos poids. Ne modifiez pas votre variateur d'origine tel que je l'avais modifié. Je vais retravailler là-dessus, histoire de trouver la bonne solution pour gagner du poids et rester solide. Voilà. Ah, et oui, et n'oubliez pas la calus du Seigneur, qui va à merveille avec tous les cylindres du commerce. Vous avez vu, on a quand même une sacrée métamorphose entre un Gilardoni stock et ce qu'on obtient là. On a deux machines vraiment complètement différentes. Voilà les potes, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et à bientôt, et vive Pigeot. Salut les barjots.